La Turquie était censée être l'ami de la Russie. Pendant des années, le président turc Recep Tayyip Erdogan a marché sur une ligne fine, équilibrant entre l'OTAN et Moscou. Il a maintenu le commerce ouvert, refusé de sanctionner la Russie et acheté des armes à l'armée de Poutine. Mais tout a changé. La Turquie change de position de manière inattendue, même pour les États-Unis. Erdogan n'est plus neutre et ne penche plus en faveur de la Russie. Il soutient l'intégrité territoriale de l'Ukraine, compliquant la tâche de Poutine et rapprochant la Turquie de la sphère d'influence de l'OTAN. La grande question est, pourquoi ? La Turquie se détourne-t-elle définitivement de la Russie ? Ou est-ce une autre manœuvre stratégique d'Erdogan pour gagner en influence ? Et si la Turquie se détache vraiment de l'emprise de la Russie, qu'est-ce que cela signifie pour la guerre en Ukraine et l'avenir de l'OTAN ? Décortiquons tout cela. Le principal acteur de ce revirement soudain d'allégeance est le président turc actuel, Erdogan. Pour comprendre ses actions, nous devrons explorer davantage les raisons précises de cette relation complexe entre la Turquie et la Russie. Pour cela, nous devons remonter un peu plus loin dans le temps, au XIe siècle, en fait. À l'origine, la Crimée n'appartenait ni aux Russes, ni aux Ukrainiens. La région est passée sous influence turque via les Koumans, un peuple nomade installé autour du XIe siècle. Plus tard, la Horde d'Or dirigée par les Mongols a régné sur la Crimée, jetant les bases de l'ascension du Khanat de Crimée au XVe siècle. Cet état tatar, bien qu'en théorie indépendant, s'est vite retrouvé sous suzeraineté ottomane. En 1475, l'Empire ottoman avait saisi les principales villes côtières de Crimée, dont Kaffa, un port de commerce crucial. Bien que le Khanat de Crimée soit resté semi-autonome, ses dirigeants ont prêté allégeance au sultan à Istanbul. La Crimée est devenue un atout militaire clé pour les Ottomans, fournissant une cavalerie tatare qualifiée pour leur campagne. La péninsule a aussi permis de lancer des raids sur les territoires russes et polonais, stimulant le commerce d'esclaves qui a enrichi l'Empire. Cet arrangement a duré plus de 300 ans. Cependant, le XVIIIe siècle a été un tournant. L'Empire russe, en expansion sous Pierre le Grand et Catherine la Grande, considérait la Crimée comme un accès stratégique au port en eau chaude. Une série de guerres russo-ottomanes a abouti au traité de Küçükçarnassa en 1774, accordant nominalement l'indépendance à la Crimée. En fait, c'était un tremplin pour l'annexion russe, qui s'est officiellement produite en 1783. Les Ottomans, affaiblis et incapables de prévenir cette perte, ont dû accepter une amère défaite. Malgré la perte de la Crimée, la Turquie a maintenu un fort intérêt stratégique pour la péninsule. La guerre de Crimée, 1853-1856, a vu l'Empire ottoman, soutenu par la Grande-Bretagne et la France, s'opposer à l'expansion russe. Malgré la défaite temporaire de Moscou à la fin de la guerre, la Crimée est restée solidement sous contrôle russe. Pendant ce temps, les Tatars de Crimée, longtemps alliés des Ottomans, ont subi une persécution croissante. De nombreux Tatars ont fui vers les terres ottomanes, notamment la Turquie actuelle, réduisant davantage l'identité turque de la région. L'ère soviétique a apporté encore plus de souffrance. En 1944, Staline a accusé les Tatars de Crimée de collaboration avec les nazis et a ordonné leur déportation massive en Asie centrale. Des familles ont été forcées d'embarquer dans des wagons à bestiaux, et des dizaines de milliers sont morts de faim, de maladies et des conditions brutales. Pendant des décennies, le retour des Tatars a été interdit, et leur patrie repeuplée de Russes ethniques. On estime qu'entre 150 000 et 200 000 personnes ont été déplacées de leur foyer et forcées de s'enfoncer plus profondément en Asie. Ce n'est qu'au début des années 90, lors de l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques, que de nombreux Tatars ont pu retourner en Crimée. Alors, pourquoi la Crimée est-elle si importante pour toutes les parties impliquées ? Eh bien, il y a plusieurs raisons majeures, la première étant l'accès vital de la région à la mer Noire. L'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 lui a permis de reconstituer une flotte en mer Noire, pouvant servir à étendre son influence militaire et politique en Europe de l'Est. En sécurisant la Crimée, la Russie a annexé l'une des zones les plus importantes de l'Ukraine moderne, selon certains. La Crimée ne fournit pas seulement un accès facile à la mer Noire, elle dispose également de nombreuses ressources naturelles. Par exemple, les eaux environnantes de la Crimée dans la mer Noire et la mer d'Azov contiennent d'importantes réserves de pétrole et de gaz naturel. Avant l'annexion russe, l'Ukraine développait ses champs offshore pour réduire sa dépendance au gaz russe dans le cadre de sa stratégie d'indépendance énergétique. Les actifs énergétiques les plus notables comprennent les champs de gaz de Skivska et Ferovska, estimés à des milliards de mètres cubes de gaz naturel, le champ de gaz d'Odessa, un important site de production de gaz naturel en mer dans le nord-ouest de la mer Noire, et le plateau de Crimée, qui a un potentiel d'hydrocarbures non exploité significatif. En annexant la Crimée, la Russie a pris le contrôle de ses réserves, élargissant considérablement sa domination énergétique dans la mer Noire.
Les entreprises ukrainiennes, comme Kornomornov-Tergas, ont perdu le contrôle des sites d'extraction offshore, rapidement saisis par les autorités soutenues par la Russie. Cela a rendu l'Ukraine plus dépendante des importations d'énergie et a permis à la Russie de construire un quasi-monopole sur la production et le raffinage du pétrole et du gaz naturel en Europe centrale et orientale. La Turquie dépend historiquement du gaz naturel russe pour ses besoins énergétiques, d'où son intérêt pour cette situation. En 2021, la Russie a fourni environ 44,9%. La dépendance de la Turquie envers la demande intérieure de gaz a augmenté ces 10 dernières années. La part russe des importations totales de gaz naturel de la Turquie est passée de 60% en 2013 à 39% en 2022. Malgré cette baisse en termes de pourcentage, le volume absolu de gaz naturel importé de Russie est resté relativement stable. Suite à l'annexion de la Crimée par la Russie, en 2014, les importations turques de gaz naturel russe ont acquis une nouvelle importance stratégique. Malgré les sanctions occidentales contre Moscou, la Turquie a maintenu ses liens énergétiques avec la Russie. Auparavant, plus de 55% du gaz naturel de la Turquie provenait de Russie via les pipelines Blue Stream et Western Line. L'annexion n'a pas immédiatement perturbé ses approvisionnements, mais elle a renforcé l'équilibre délicat que la Turquie devait maintenir. Avec une telle dépendance, tout changement géopolitique pourrait menacer sa sécurité énergétique. Cet équilibre n'a pas duré longtemps. En 2015, la Turquie a abattu un avion de chasse russe Su-24 près de la frontière syrienne, déclenchant une crise majeure entre les deux pays. A répondu par des sanctions économiques sévères, réduisant le commerce et limitant le tourisme. Soudain, le gaz qui semblait si fiable est devenu une arme potentielle. La Turquie n'avait pas le choix. Elle devait repenser sa stratégie énergétique. La première étape, trouver de nouveaux fournisseurs. L'Azerbaïdjan est devenu un acteur clé dans le mix énergétique turc. Le lancement du gazoduc transanatolien, Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline, en 2019 a donné à la Turquie un accès direct au gaz azerbaïdjanais, réduisant sa dépendance aux pipelines russes. Mais l'Azerbaïdjan seul ne suffisait pas à remplacer l'approvisionnement russe. La Turquie devait trouver rapidement d'autres options. C'est alors qu'est intervenu le gaz naturel liquéfié. Les importations des États-Unis, du Qatar et de l'Algérie ont augmenté pendant que la Turquie développait ses infrastructures de gaz naturel liquéfié. Bien que la Turquie se soit diversifiée, elle maintient toujours des liens avec l'énergie russe. En fait, les deux pays ont conclu un accord encore plus important. Le gazoduc Turk Stream, terminé en 2020, a établi une nouvelle route pour le gaz russe, évitant l'Ukraine et consolidant la position de la Turquie comme hub énergétique. L'ironie était évidente. Alors que la Turquie s'efforçait de réduire sa dépendance, elle est aussi devenue un point de transit crucial pour le gaz russe vers l'Europe. Puis est arrivé 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mettant la Turquie dans une position encore plus délicate. Les pays européens ont réduit leurs importations de gaz russe, mais la Turquie a continué à acheter, profitant de fortes réductions. La guerre n'a fait que souligner ce qui était devenu évident depuis la Crimée. Se fier trop au gaz russe était un jeu dangereux. La pression pour s'éloigner de Moscou ne concernait plus seulement la politique, mais aussi la sécurité énergétique à long terme. Où cela laissait-il la Turquie? Toujours sur le fil du rasoir. Elle continue d'acheter du gaz russe tout en augmentant sa capacité de gaz naturel liquéfié et en renforçant ses partenariats avec l'Azerbaïdjan et d'autres fournisseurs. Cette situation a été encore compliquée par le fait que la Turquie fait partie de l'OTAN. Les engagements de la Turquie envers l'OTAN l'ont souvent empêché de s'aligner trop près de Moscou. Le gaz naturel russe reste crucial pour l'approvisionnement énergétique de la Turquie, mais ses engagements militaires envers l'Alliance rendent impossible l'adoption totale de la Russie comme partenaire stratégique. Lorsque les tensions entre la Russie et l'OTAN s'intensifient, la Turquie est rappelée à ses véritables intérêts sécuritaires. L'annexion de la Crimée a été l'un des premiers grands tests de cela. En tant que membre de l'OTAN, la Turquie devait se joindre à l'Alliance pour condamner les actions russes. Bien qu'elle se soit abstenue d'imposer des sanctions, elle a exprimé un fort soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et dénoncé la persécution des Tatars de Crimée. Pendant ce temps, la Turquie continuait d'acheter du gaz russe, jonglant entre besoins économiques et allégeances géopolitiques. Quand la Turquie a abattu le Su-24 russe, qui avait violé son espace aérien près de la Syrie, la Russie a répliqué par des sanctions économiques. Les approvisionnements en gaz n'ont pas été directement coupés, mais la crise a prouvé à quel point la Turquie était vulnérable à la pression russe. L'incident a aussi renforcé le rôle de l'OTAN dans la protection de l'espace aérien turc lors de l'escalade des tensions. La Turquie, malgré ses revers, n'avait d'autre choix que de compter sur ses alliés et de trouver des moyens de coopérer avec la Russie. L'achèvement de Turk Stream en 2020 a renforcé leurs relations énergétiques, permettant à la Russie de contourner l'Ukraine pour envoyer du gaz directement en Turquie et en Europe du Sud. Cependant,
Malgré le renforcement de leurs liens énergétiques, les relations se sont tendues à cause des préoccupations de l'OTAN sur les achats militaires turcs à la Russie. Quand la Turquie a acquis des systèmes de défense antimissiles russes S-400, l'OTAN a répondu par de lourdes sanctions, dont l'exclusion de la Turquie du programme de chasseurs F-35. Le message était limpide. Trop dépendre de la Russie, même pour la défense, serait très coûteux. Suite à l'invasion russe de l'Ukraine, en 2022, la Turquie a refusé de participer aux sanctions occidentales sur l'énergie russe. Cependant, elle a fermé les détroits du Bosphore et des Dardanelles aux navires de guerre russes, limitant ainsi les opérations militaires de Moscou en mer Noire. Parallèlement, la Turquie a livré à l'Ukraine des drones Bayraktar, essentiels pour résister aux avancées russes. Ces mouvements ont éloigné la Turquie de la Russie, montrant que dans les moments difficiles, les intérêts sécuritaires de l'OTAN priment sur la dépendance économique. Et c'est cette assurance que l'OTAN défendra la Turquie qui l'oblige finalement à mettre de côté son influence russe et à rester avec le monde occidental. C'est un symptôme de la mauvaise gestion par la Russie de ses alliances en attaquant l'Ukraine. L'invasion a nui à la position de la Russie en Occident et affaibli ses alliances avec des partenaires mondiaux clés. Autrefois courtier stratégique, utilisant ses abondantes ressources pétrolières et gazières pour obtenir des accords avantageux, la Russie a progressivement aliéné ses alliés, diminué son influence et poussé les pays neutres à se rapprocher de l'OTAN. Chaque faux pas diplomatique, échec sur le champ de bataille et tensions économiques n'a fait que renforcer la perception que Moscou n'est plus une force fiable ou dominante. Pendant ce temps, l'OTAN a su profiter de ces fractures, élargissant son influence et consolidant ses alliances d'une manière qui aurait paru impossible avant la guerre. La crédibilité de la Russie en tant que puissance militaire mondiale a été sérieusement entamée. Avant l'invasion, Moscou se présentait comme une puissance capable de défier l'Occident. Au fil de la guerre, les piètres performances au combat, les lourdes pertes et les ratés logistiques ont mis en lumière de sérieuses faiblesses. Des pays qui voyaient autrefois la Russie comme un partenaire de sécurité puissant, tels que l'Arménie, le Kazakhstan et même la Chine, ont commencé à reconsidérer leurs liens. Quand la Russie n'a pas appuyé l'Arménie lors de son conflit en 2023 avec l'Azerbaïdjan concernant le Nagorno-Karabakh, son message était limpide. Moscou n'a même pas pu protéger un allié proche, encore moins projeter sa puissance à l'échelle mondiale. La dépendance économique de la Russie envers la Chine et l'Inde est devenue une vulnérabilité. Alors que les sanctions occidentales coupaient les exportations énergétiques russes vers l'Europe, Moscou s'est tourné vers Pékin et New Delhi comme acheteur alternatif. Bien que ces pays aient continué à acheter de l'énergie russe, ils l'ont fait à des rabais massifs, profitant du désespoir de Moscou. La Chine, autrefois considérée comme un partenaire égal, a commencé à traiter la Russie comme un partenaire junior, un changement significatif dans leurs relations d'avant-guerre. L'Inde a maintenu ses liens avec la Russie, mais a renforcé sa coopération militaire avec les États-Unis, indiquant que ses intérêts de sécurité à long terme étaient avec l'Occident. La guerre a aussi éprouvé l'influence traditionnelle russe en Asie centrale. Des pays comme le Kazakhstan et l'Ouzbékistan se sont distanciés, refusant de reconnaître l'annexion par la Russie des territoires ukrainiens, et cherchant des liens économiques plus étroits avec la Chine, la Turquie et l'Occident. Le Kazakhstan, allié loyal de Moscou, a défié la Russie en refusant de soutenir la guerre et en renforçant sa coopération avec l'OTAN. Ce changement a affaibli le contrôle de la Russie sur sa sphère d'influence post-soviétique. Le plus grand triomphe géopolitique de l'OTAN est peut-être survenu en Europe du Nord, où l'agression russe a poussé la Suède et la Finlande à délaisser leur neutralité pour intégrer l'alliance. Avant la guerre, l'idée que la Finlande, partageant une frontière de 1300 km avec la Russie, rejoigne l'OTAN aurait été inconcevable. L'invasion russe a balayé des décennies d'hésitation. En 2023, la Finlande a officiellement rejoint l'OTAN, doublant la frontière directe entre l'Alliance et la Russie. La Suède a rejoint l'OTAN en 2024, renforçant sa portée stratégique dans la région baltique. Ce qui devait affaiblir l'OTAN a eu l'effet opposé, la renforçant et l'élargissant. Malgré ses relations historiquement tendues avec l'OTAN, la Turquie s'est rapprochée de l'Alliance en réaction aux actions de la Russie. Malgré le retard de 2 ans imposé par la Turquie à l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Alliance, officiellement, cela n'était pas lié aux affaires actuelles de la Russie. En considérant la chronologie où les deux pays sont devenus membres à part entière de l'OTAN 1 an après le début de la guerre, il est clair que la Turquie avait décidé qu'elle avait très peu à gagner en favorisant sans vergogne la Russie dans la géopolitique mondiale. Cela était principalement dû à l'incapacité de la Russie à tirer profit de sa supériorité numérique initiale dans le conflit. Selon les estimations, au début de l'invasion, la Russie avait environ le double de la main-d'œuvre totale, et parfois 10 fois plus de troupes militaires que l'Ukraine.
Le plan initial de la Russie était de revendiquer la victoire sur l'Ukraine en quelques semaines, en lançant des frappes débilitantes sur le gouvernement ukrainien. L'échec de la Russie l'a fait vaciller et trébucher sur sa stratégie à suivre. L'invasion rapide prévue a été initialement repoussée, et la plupart des gains russes à l'ouest ont été annulés fin 2022. Bien que ce ne fût pas évident à l'époque, la guerre s'est révélée un désastre complet pour la Russie. La Turquie, un allié clé de la Russie ayant des liens avec l'Occident, a finalement renoncé à ce rôle. Cela signifiait que la Russie ne pouvait plus utiliser la dépendance de la Turquie au pétrole et au gaz russe pour influencer les politiques et sanctions de l'OTAN. Avec la Turquie hors de l'image, la voie était libre pour l'OTAN de commencer sa contre-offensive figurative en augmentant le taux de dons à l'Ukraine. Suite à des déclarations bénignes sur sa souveraineté menacée, la Russie a fait des mouvements désespérés. Et, avec les derniers commentaires d'Erdogan lui-même, déclarant que la Turquie soutient fermement l'intégrité territoriale de l'Ukraine, il est assez clair comment les menaces de la Russie ont affecté les décisions de l'OTAN. Même les rares alliés restants de la Russie, comme l'Iran et la Corée du Nord, offrent peu de réels avantages stratégiques. Bien qu'ils fournissent à Moscou des drones, des munitions et un soutien économique limité, ils ne compensent pas la perte des marchés européens, des alliés d'Asie centrale ou de la crédibilité militaire. Au lieu de cela, ces partenariats renforcent l'isolement croissant de la Russie. Un exemple frappant était le fait que les troupes nord-coréennes envoyées à Koursk n'avaient que peu ou pas d'effet sur l'état ou l'avancement de la guerre. À leur arrivée dans des régions comme Koursk, environ 10 000 à 12 000 soldats ont été poussés dans des rôles de combat actifs. Leur manque de préparation pour la guerre moderne, notamment pour contrer les drones, les a rendus vulnérables. Des rapports indiquaient que les unités nord-coréennes ont subi de lourdes pertes en raison de leur incapacité à s'adapter aux tactiques avancées, employées par les forces ukrainiennes. Selon certains rapports, les bataillons nord-coréens ont perdu plus de 3000 soldats en seulement 4 mois. Cela a non seulement réduit leur efficacité, mais a aussi épuisé les ressources militaires russes, car des efforts ont dû être réorientés pour soutenir et reconstituer ces unités peu performantes. L'augmentation anticipée de la main-d'œuvre des forces nord-coréennes ne s'est pas traduite par un avantage stratégique pour la Russie. Cependant, l'intégration de ces troupes dans la stratégie militaire russe, semblable à un hachoir à viande, a créé de nouvelles erreurs logistiques. En fin de compte, l'échec des troupes nord-coréennes a été l'un des facteurs qui a empêché la Russie d'obtenir le soutien d'un pays pendant la guerre. La Russie a perdu presque tout son soutien géopolitique avec la Corée du Nord impuissante, la Turquie se tournant vers l'ouest, et la Chine favorisant une apparence de neutralité autant que possible. La Russie continue de tirer des avantages économiques de son commerce avec la Chine, l'Inde et les autres pays des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Certains accords sont très défavorables pour la Russie. Cependant, il est clair que le pays devra poursuivre seul son chemin. Cela nous amène à la question d'un éventuel accord de paix, et du rôle que la Turquie pourrait y jouer. Malgré les critiques de ses alliés occidentaux, la Turquie a habilement navigué sur un chemin diplomatique complexe, prouvant sa capacité à médier entre les parties opposées, une stratégie qui semble avoir en partie fonctionné. En mars 2022, la Turquie a organisé une rencontre de haut niveau à Antalya, entre les ministres des Affaires étrangères russes et ukrainiens, l'un de ses premiers efforts de médiation. Bien que les discussions n'aient pas abouti, il s'agissait du premier engagement diplomatique direct entre les deux nations depuis le début du conflit, et a marqué le début du rôle de médiateur de la Turquie. Une réalisation plus marquante a été l'initiative des céréales de la mer Noire, née de préoccupations urgentes concernant la sécurité alimentaire, alors que la guerre perturbait les exportations mondiales de céréales. La guerre a déclenché de graves pénuries de sauce et de céréales, et une crise alimentaire croissante, en raison du fait que l'Ukraine est le 7e plus grand producteur de céréales au monde et dépend de la mer Noire pour envoyer ses cargos, qui étaient maintenant bloqués par la flotte de la mer Noire russe. Reconnaissant les enjeux humanitaires, la Turquie et les Nations Unies ont conclu un accord le 22 juillet 2022, établissant un couloir d'expédition sécurisé pour les exportations de céréales ukrainiennes. Cette initiative a été salvatrice pour 349 millions de personnes, stabilisant les marchés alimentaires et soutenant l'économie ukrainienne en guerre. La diplomatie turque a dépassé le simple soulagement économique. Elle a aussi joué un rôle clé dans les efforts de désescalade. En novembre 2022, Ankara a facilité une rare rencontre entre les chefs des services de renseignement américains et russes, centrée sur la gestion des menaces nucléaires. Récemment, la médiation turque a été cruciale dans la négociation d'un échange de prisonniers majeur entre la Russie et l'Ukraine. La Turquie peut jouer ce rôle d'équilibre grâce à sa position unique, étant à la fois membre de l'OTAN et relativement proche de la Russie. En vérité, cela a plus à voir avec le mouvement d'Erdogan vers un pays moins dépendant des alliances avec d'autres nations et plus uniformément culturel.
Poutine a exprimé une philosophie similaire dans un article de 2021, assimilant de manière quelque peu erronée les Ukrainiens et les Russes comme un seul peuple. Erdogan applique ce concept à la Turquie elle-même, essayant de créer un pays qui est plus actif économiquement, politiquement et militairement. La Turquie possède l'une des plus grandes armées d'Europe, renforcée par sa position géographique stratégique lui permettant de contrôler l'accès à la mer Noire. La Turquie a un potentiel surprenant pour influencer la guerre en Ukraine, comme le montrent ses efforts de médiation précédents. Cependant, la manière dont la Turquie abordera les pourparlers de paix reste floue, car la Russie, l'Ukraine, les États-Unis et l'OTAN n'ont pas encore élaboré un plan spécifique visant à satisfaire les deux parties. Mais quand cela arrivera, la Russie sera probablement sans alliés en Europe. La Turquie sera-t-elle le négociateur de paix dans la guerre, ou est-ce simplement un coup politique d'Erdogan pour gagner en popularité? Merci d'avoir regardé, et laissez vos commentaires ci-dessous.